Salutations à tous, mon nom est Yuvi et bienvenue sur mon podcast où nous discuterons du bien-être des hommes au niveau mental, spirituel, financier et autres. Ce podcast a pour but d'aider, restaurer, motiver et fortifier les hommes dans les hauts et les bas de cette vie. Bienvenue à État d'homme. Salutations à tous et bienvenue à un nouvel épisode d'État d'homme. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre santé mentale va bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. On est maintenant la fin de semaine, l'été est sur le point de finir, mais ça ne change pas le fait qu'on doit continuer à prendre soin de notre santé mentale et à profiter du bon temps. Je sais que une fois que l'automne arrive, l'hiver, ça tombe, ça donne un peu une période de dépression, comme on dit, une période de down, mais on va continuer à prendre soin de soi. Et pour ce faire, aujourd'hui, le sujet que j'ai pour vous, on va regarder ces deux choses qui font partie de la vie quotidienne, une plus que l'autre, mais on va regarder ça ensemble afin de pouvoir vous aider, vous outiller à pouvoir gérer ces situations, ces choses qui arrivent à tout le monde. Et pour la première fois, j'ai un invité avec moi avec qui je vais pouvoir discuter et parler de ces sujets. Mais juste avant de le présenter, je vais annoncer le sujet. On parle aujourd'hui de la gestion du stress et des traumatismes. Alors, gérer le stress et les traumatismes, le rôle d'un travailleur social dans l'accompagnement au quotidien. Alors, j'ai un travailleur social en studio avec moi. Comme je l'ai dit, avant de vous présenter, on va aborder le sujet au début. On parle de stress et de traumatisme. Quelle est la différence entre les deux? Alors, le stress, c'est comment ton corps réagit naturellement à une situation, une pression, une demande qui arrive autour de toi, qui est causée soit par des situations externes, qui veut dire le travail, des défis personnels ou des situations urgentes qui arrivent dans la vie, on va dire un accident ou ton enfant a quelque chose, tu as des nouvelles de tu as eu des nouvelles de ton enfant à l'école que quelque chose va pas, ou que ça peut être interne dans tes pensées qui te causent un stress. T'arrêtes pas à penser à qu'est-ce que tu vas comment tu vas gérer une situation au travail, une situation financière ou quoi que ce soit. Alors, le stress, c'est vraiment comment ton corps réagit à cela. Alors qu'un traumatisme, c'est comment ton corps réagit, mais une réponse émotionnelle, on va dire, à un événement, un événement choc, un événement marquant qui est arrivé dans ta vie. Que ce soit un accident, une catastrophe, disons des abus. Ça, c'est des sortes d'événements que soit c'est des événements uniques, comme je viens de mentionner, un accident, ou que ce soit des événements qui sont arrivés à répétition, qui veut dire des abus, un viol, ou qui est arrivé sur une longue période de temps, ou une négligence d'un parent, ou quoi que ce soit. Fait que le traumatisme, c'est vraiment comment tu vas réagir, comment ton corps, le style de réponse émotionnelle que ton corps va avoir à quelque chose qui va être trigger, excusez-moi de l'anglicisme, mais qui va être trigger et qui va vraiment t'affecter continuellement, jour après jour. Et c'est vraiment un effet qui est durable sur la santé mentale, sur la santé physique d'une personne et qui a une grande influence sur comment il va vivre sa vie. Il est très important de comprendre ces deux choses. Ces deux choses qui vont avoir un impact immense sur la santé mentale d'une personne et même la santé physique. Comme je l'ai mentionné, un traumatisme peut avoir des effets sur le physique. On va rentrer plus en détail. Il y a certains stress aussi qui causent des effets sur le physique. Il y a deux sortes de stress qu'on vit. Il y a des stress quotidiens et il y a des stress chroniques. On va regarder ça. Et dans le fond, le but de cet épisode aujourd'hui, c'est de vraiment expliquer pourquoi c'est important de comprendre le concept, ces deux choses-là, comment ça arrive, comment on peut les traiter, comment on doit identifier les signes de ces choses-là, les signes annonceurs de ces affaires-là.
pour ce faire, j'ai trouvé ça important qu'on a un spécialiste pour cela. Je fais des fois des avertissements dans mes épisodes en disant que je suis pas un professionnel de la santé. C'est souvent des recherches que je fais ou que je discute avec des gens. Mais aujourd'hui, pour ces choses-là, j'ai dit, tu sais quoi, on va inviter quelqu'un en studio avec nous. Alors, j'ai avec moi un travailleur social qui œuvre dans le domaine depuis maintenant une 12aine d'années. Alors, Franz Daniel Sully, bonjour. Bonjour. Bienvenue à État d'homme. Merci d'avoir répondu à l'appel. On se connaît depuis maintenant plusieurs années et ça me fait très plaisir que tu sois le premier invité dans mon podcast afin qu'on puisse discuter de ça. Alors, donne-nous un bref parcours de ta carrière et est-ce que tu peux nous donner aussi certains domaines sur lesquels on va dire que tu as une certaine expertise, que tu t'es plus concentré durant tes années? Oui, bien sûr. Donc, tout d'abord, Yovi, merci de l'invitation sur le podcast. Ça me fait vraiment plaisir d'être là pour discuter du sujet d'aujourd'hui. Alors, pour te résumer mon parcours, j'ai fait mon baccalauréat à l'Université d'Ottawa de 2008 à 2011. Donc, ça fait 13 ans que j'ai gradué du baccalauréat. Et un des champs d'expertise, dans le fond, que j'appréciais ou que j'aimais bien, c'était la délinquance. Fait que côté jeune contrevenant, ça c'est quelque chose qui me passionnait beaucoup, qui me passionne encore, je te dirais. C'est juste que en ce moment je travaille pas avec les jeunes, mais ce n'est que partie remise. Donc moi c'est là-dedans que j'avais fait mon deuxième stage. Et par la suite, j'ai eu l'occasion d'approfondir l'expertise dans une de mes expériences de travail. Puis juste avant ça, j'ai travaillé aussi en situation de crise pour Suicide Action Montréal. Fait que j'étais capable justement d'intervenir au niveau du risque suicidaire. Puis par la suite, j'ai travaillé pendant 11 ans en gériatrie. Fait que tu vois le contraste, là, on passe de situation de crise à jeunes contrevenants aux personnes âgées. Fait que c'est vraiment un 360. Fait que ma plus grosse expertise, là, je te dirais, c'est là-dedans. Mais ça n'exclut pas les concepts pour lesquels on va parler aujourd'hui. OK. Et alors, je vois que tu as eu beaucoup d'expérience dans les jeunes, moins jeunes. Et quand on parle des hommes, est-ce que tu as eu beaucoup de situations où comment pourrais-je poser la question? Comment tu dirais, quel pourcentage tu dirais que d'hommes avec qui tu as fait affaire durant ton parcours? Bonne question. Je te dirais que le pourcentage d'hommes, je l'ai eu beaucoup plus en jeunes contrevenants. Je t'explique pour la simple et bonne raison que dans les ados, j'avais des ados gars qui commettaient plus de délits. Je me demande pas pourquoi. Mais ça a tombé comme ça. Avec les personnes âgées, bon, c'est sûr que tu as un peu un 50-50, dépendamment des hommes ou des femmes avec lesquels tu interviens ou tout simplement les dossiers qui te sont soumis. Je te dirais que maintenant, dans la pratique que je fais actuellement en périnatalité et petite enfance, le fait que je suis un homme qui travaille avec des mamans fait que je suis exposé aussi aux papas. Donc, ça me permet, moi, de sensibiliser les pères dans leur fonction, dans leur rôle, les sensibiliser à comment s'impliquer auprès de la maman, auprès des enfants. Parce que ce programme-là, dans lequel je suis actuellement, agit vraiment en prévention et promotion de bonnes habitudes, d'implication, justement, en termes de rôle en tant que parent, etc. Puis ça, c'est sans compter les autres choses là que je ne vais pas rentrer en détail pour le moment, mais c'est vraiment... Il faut comprendre que la promotion et la prévention que moi, je peux apporter en tant qu'intervenant homme auprès des hommes, ça ajoute une valeur ajoutée, sachant que le domaine est majoritairement féminin. Wow, OK. Intéressant. Et on va regarder ça parce que j'imagine que en périnatalité, il y a beaucoup de stress pour les parents qui gèrent ça. Et surtout les pères qui... Des fois, on se sent impuissant. Ça, c'est un autre épisode pour une autre fois. Alors, certains stress que nous, on peut vivre, des fois, quand ta femme part
en césarienne et tu sais pas qu'est-ce qui se passe, comment gérer ton stress. En tout cas, bref, on rentrera pas dans ça. On va garder ça pour un autre épisode. Juste avant qu'on rentre dans le jus, dans le feu de l'action, n'oubliez pas, guys, de aimer, partager, commenter et s'abonner à la plateforme État d'Homme, que ce soit sur les médias sociaux, sur Instagram et TikTok, État d'Homme, Baramba Podcast, État d'Homme, Baramba Podcast, ou sur toutes les plateformes où est-ce que vous pouvez écouter État d'Homme, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Commentez, partagez, aimez. Laissez-nous savoir vos impressions par rapport aux émissions. Alors, on parle de stress et de traumatisme, la gestion de cela. Frantz Daniel, en tant que intervenant, travailleur social, comment toi, dans ton quotidien, tu aides les gens à gérer les stress et les traumatismes auxquels ils font face? Très bonne question. Donc, tout d'abord, quand je reçois un usager, dépendamment de la pratique, que ce soit au bureau, peu importe, tu as le dossier qui rentre ou tu as la nature de la demande. La nature de la demande, c'est large, là, c'est peu importe la problématique sur laquelle un service ou bien une intervention a été demandée. Moi, dans mon rôle de travailleur social, mon outil, au-delà de ma personne, l'évaluation propre à un travailleur social, c'est ce qu'on appelle l'évaluation du fonctionnement social. Ça, pour tous les travailleurs sociaux qui nous écoutent ce matin, ou cet après-midi, ou peu importe le moment où vous allez écouter l'épisode, c'est le rapport qui nous distingue dans notre pratique de travailleur social. Et ça, c'est ça qui nous permet, dans les rubriques qu'on explore, en fait, c'est ce qui nous permet d'aller faire notre collecte de données comme information. Donc, je prends un exemple typique là, de peu importe la problématique. Ça peut être une problématique de violence, ça peut être une problématique de soutien au niveau des finances ou bien recherche d'emploi. Ben, on va essayer de comprendre d'abord le parcours de la personne, ses caractéristiques, où elle est née, d'où elle provient, est-ce que la famille était plus aisée, moins aisée. Là, quand je parle de ça, ben, je parle vraiment de déterminants sociaux parce que tu as la même personne que tu peux avoir une personne un peu plus aisée, ben, ça peut avoir une teinte sur son parcours, comme la personne qui a été moins aisée, ben, tu vas comprendre que elle a évolué dans une situation beaucoup plus précaire. Fait qu'on va chercher ces informations-là. Mm-hmm. On va aussi chercher l'information au niveau de l'entourage. Est-ce que c'est une personne qui est isolée? Est-ce que c'est une personne qui a de la famille, etc.? Est-ce qu'elle a des relations qui sont bonnes, saines, ou ne serait-ce que d'avoir des gens? Parce qu'une des difficultés qui ressort très souvent, c'est l'isolement. Mm-hmm. C'est si je fais un lien là sans faire trop de coq à l'âne, mais un homme a tendance à s'isoler que de s'ouvrir. Ouais. Donc, on va aller explorer ça, voir comment que ça va à ce niveau-là. Fait que toutes les caractéristiques, tout ce qui est systémique autour de la personne, on va aller chercher les informations. On va aller chercher aussi les informations au niveau de la dynamique de ses relations. Est-ce qu'il entretient de bonnes relations, que ce soit avec sa femme, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec son entourage? Est-ce que ça va bien à ce niveau-là? S'il dit oui, non, ben là, tu peux déjà avoir un peu un sens de, tu sais, qu'est-ce que la personne vit. Donc, toutes les rubriques de l'évaluation sont vraiment décortiquées. Puis à partir de ça, c'est de cette évaluation-là qu'on découle justement les problématiques, les objectifs à travailler d'un commun accord. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'intervention, ou en fait, quand un usager accepte de venir nous voir, c'est sur une base volontaire. Mm-hmm. On n'oblige pas. Le seul moment où est-ce que il y a une obligation, c'est quand l'intervention est faite dans un contexte autoritaire. Donc là, on parle de DPJ, jeune contrevenant, quelqu'un qui est en prison. Là, il est obligé d'adhérer au plan.
Mais quand on est dans un programme comme le mien que je travaille au programme CIP, c'est volontaire. Si la personne ne veut pas, d'accord, pas de problème. Parce que le consentement, justement, à accepter les services, c'est super important. On ne peut pas intervenir sans ça. OK. Fait que tu dirais que la collecte de données que vous faites initialement vous permet d'évaluer non seulement le cas que vous avez devant vous, mais analyser aussi le niveau de stress de cette personne-là. Ben, on va dire à quel point que le stress de cette personne-là peut affecter ou c'est quelle sorte de traumatisme qu'il vit. Est-ce que ce traumatisme-là peut avoir des effets très néfastes tout de suite ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu plus facile à traiter? Ça vous permet d'évaluer le niveau de chacune des choses afin de pouvoir intervenir, c'est ça? C'est sûr que la collecte de données te permet d'avoir les informations que tu as besoin. Mm-hmm. Puis, surtout quand il faut être centré sur la nature de la demande. Tu sais, la nature de la demande te guide aussi vers l'objectif ou peut-être le besoin précis, mais ça te permet aussi d'aller voir s'il y a autre chose pour vraiment avoir un portrait global, de bien comprendre la situation. Puis évidemment que quand toutes ces données-là sont collectées, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Puis, il ne faut pas oublier que cette évaluation-là, oui, elle est là, mais elle peut évoluer parce que ça ne veut pas dire que dans le jour 1 ou 2, parce que normalement, on se donne un bon 2 rencontres. Mais dans mon département, en ce moment, c'est 2 rencontres, 2 à 3 rencontres de collecte de données pour être en mesure de produire le rapport. Mais ce rapport-là, il peut évoluer parce que quand tes objectifs sont atteints, il peut en avoir d'autres, comme ils peuvent être remplis, puis là, c'est la fin de l'intervention parce qu'on a rempli les objectifs qu'on s'était mis au départ. Okay. Donc, c'est pas quelque chose de statique, c'est vraiment quelque chose d'évolutif. Parce qu'on peut partir de quelqu'un qui était avec une précarité financière, par exemple, qui n'avait pas d'emploi, à quelqu'un qui, à cause des ressources qu'on a données, a été capable de trouver un emploi puis d'avoir une meilleure stabilité au niveau financier. Comme on parlait de stress tantôt, quotidien. Le stress quotidien, comme les finances, on s'en sort pas. On a toujours des factures à payer, la nourriture à mettre sur la table si on a des familles ou même pour soi-même. C'est une constante. Fait qu'on a été capable de régulariser parce qu'on a des revenus, mais c'est sûr que le revenu répond à remplir un besoin. Fait que justement, tu parles de stress quotidien. Puis on disait, j'ai dit en début d'épisode qu'il y a une différence entre les styles de stress. Oui, il y a des bons stress qui nous motivent, mais maintenant, est-ce que tu peux nous donner la différence, nous décrire la différence entre un stress quotidien et un stress chronique? Oui, bien sûr. Donc, quand on parle d'un stress quotidien, comme je l'ai effleuré tantôt dans ma réponse, c'est des stress avec lesquels on compose au quotidien. C'est un problème de santé physique pour lequel que tu dois prendre un médicament à chaque jour. C'est un stress quotidien. C'est par exemple, physiquement, tu as une douleur au dos avec laquelle que tu dois gérer parce que tu t'es fait mal puis tu dois composer avec, ben c'est quotidien. C'est à chaque jour jusqu'à ce que ça se règle. Mais ça, c'est des choses qu'on ne peut pas passer à côté. On parle de stress quotidien. Bon stress, mauvais stress. Quand on parle d'un stress chronique, on parle ici d'un stress qui a rapport avec un événement marquant. Quand on parle d'événements marquants ici, ça peut être plusieurs choses. Une rupture amoureuse, la perte d'un être cher, un accident. Et là, ici, pour le stress chronique, on est vraiment dans la durée. La durée, dépendamment de la circonstance, elle peut être courte comme elle peut être longue. Et les impacts de ce stress-là, s'ils ne sont pas gérés, peuvent perdurer dans le temps et générer des conséquences plus importantes. Donc, comme des maladies. Exactement. Donc, exemple, quand je parlais tantôt de l'évaluation du fonctionnement social, on parlait de la dynamique des relations. Si, exemple, une relation fraternelle entre frères et sœurs qui va bien dans l'ensemble, somme toute, parce que, bon, on sait que la personne a un bon fond,
des bonnes valeurs, c'est une bonne personne, mais le chemin pris ou prise par cette personne-là est plus ou moins clair. Et puis, on a la sœur ou le frère qui s'inquiète de la tangente que prend cette personne-là. Juste ça peut amener un stress chez la personne justement qui s'inquiète de l'état de son proche. Mais si l'inquiétude n'est pas gérée ou qu'elle n'est pas adressée, ben on peut clairement penser que l'impact de ça, c'est justement un problème de santé chronique, hypertension, parce que j'y pense tellement, je suis pas capable de pas y réfléchir, j'hyperventile, ou peu importe comment je me ressens au niveau de douleur ou quoi que ce soit, ben on voit déjà la composante de l'impact physique que ça a et puis du problème chronique que ça peut relier si c'est pas géré. Donc de là l'importance d'identifier les éléments déclencheurs et ce qui justement, tu utilisais l'anglicisme tantôt, trigger, mais justement qu'est-ce qui déclenche ta réaction. C'est bien important de cibler ça. C'est comme si je te dis, bon ben, quand exemple j'ai faim, je me sens comment? Est-ce que mon estomac gargouille? Est-ce que je salive parce que je vois un aliment que j'avais besoin de manger depuis des temps? Ben, tu vois la réaction que génère dans le fond ce déclencheur-là. Tu vois le genre? Fait que dans le fond, un stress quotidien, c'est des situations de tous les jours, qu'on vit de tous les jours, que ce soit c'est comme le travail, ce que tu parlais des factures, on va toujours en recevoir. C'est exact. C'est pas nécessairement que c'est mauvais, mais des fois, quand les factures s'accumulent, mais bon, c'est attend qu'on refait un budget, on gère les finances, on les paye, puis là, ça part. Ou, tu sais, ça peut être comme moi, ce qui me stresse le matin, c'est le trafic. Mais j'ai pas le choix. Exact. J'ai pas le choix parce que je dois me rendre au travail. Et une fois que cette situation est réglée, fait que c'est des affaires qui sont quand même faciles à régler, on va dire, ou comme qui sont gérables, comme le stress. J'avoue, une fois que je suis arrivé au travail, ben, j'y pense plus. Et un stress chronique, c'est quelque chose qui perdure un peu plus longtemps. OK? Mais ça me fait penser que le stress chronique me fait beaucoup penser au traumatisme, parce que j'écoutais ta réponse et je la comparais à la définition que je donnais au début d'émission sur le traumatisme. Puis tu dis que un stress chronique, ça peut être des situations, comme tu as parlé d'une relation toxique avec quelqu'un dans ton entourage qui cause un certain trouble, un certain stress, on va dire, que tu passes quotidiennement, et que ça peut même amener à des maladies. Ça, c'est ce qui m'a surpris, à savoir que, tu sais, on va souvent penser que l'hypertension ou les troubles cardiaques, c'est plus quelque chose lié à l'alimentation. Tu sais, tu manges trop salé ou quoi que ce soit, ou trop gras, mais le stress peut aussi causer ce style de maladie-là. Tu sais, l'anxiété, la dépression, oui. Tu sais, tout ce qui est mental, oui. Mais là, rendu physique, et là, ça te fait réaliser qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ces maladies-là, que juste certains stress qu'ils élimineraient de leur vie pourraient faire en sorte que, ben, ils seraient guéris de ça. C'est sûr que quand tu as une gestion optimale de la difficulté dans laquelle que tu passes, ça va, ou c'est déjà une bonne piste de solution. Mais ça, ce qui est important, c'est de faire le pas et de reconnaître la situation. La chose la plus dure à faire, puis qui peut peut-être paraître, pour pas être trop fort dans l'expression, humiliante, là, c'est justement d'être en mesure de s'humilier puis d'admettre que wow, j'ai un problème. Être vulnérable. Être vulnérable, c'est ça. Okay. Si cette personne-là est capable de faire ce pas-là, on est déjà rendu loin dans l'intervention. Là. Parce qu'encore une fois, comme je disais précédemment, quand la personne reçoit des services, c'est sur une base volontaire.
ça veut dire qu'elle a accepté. Si elle a accepté, ça veut dire qu'elle a consenti. Parce qu'un travailleur social ne peut pas faire une intervention sans consentement. Et ce consentement-là, il doit même paraître dans nos notes évolutives. Okay. Fait que dans notre pratique, si la notion n'est pas là, ben c'est une étape cruciale qu'on n'a pas faite. Okay. Et maintenant, une fois qu'il a accepté, Ouais. okay, il a consenti, c'est dans le rapport. C'est quoi le quotidien? On va dire quelqu'un qui vit... Là, on va rentrer dans le traumatisme. Okay, on va rentrer dans le traumatisme. Quelqu'un a vécu quelque chose de tragique. On va dire, elle a vu son conjoint ou sa conjointe se faire assassiner. Il ou elle a été abusé pendant plusieurs années. Comment, une fois qu'il a consenti au traitement, à un suivi, une première étape, on va dire, comment toi, dans ton rôle de travailleur social, tu peux aider cette personne-là à passer à travers un accident, un acte de violence ou quelque chose qui est venu faire en sorte, qui est venu troubler son quotidien? Bonne question. En fait, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Dans notre collecte de données, normalement, des informations comme celle-là, on les a, ou la personne chemine avec nous en nous les dévoilant. OK. Quand ces informations-là sont dévoilées, puis là, bon, puisque c'est un homme travailleur social qui te parle, puis on va aller dans l'exemple de violence conjugale avec une femme, ben, ça, parce que, tu sais, je suis exposé à ça dans mon quotidien, là, moi, c'est des cas que je prends pas. OK. À cause de ma nature d'homme. OK. Mais si tu demandes à Franz Daniel, sur le travailleur social, est-ce qu'un homme peut avoir un impact important dans l'intervention auprès d'une femme qui subit un acte violent? Ma réponse est oui. Oui. Pourquoi? Parce que la femme, à un moment donné, si son désir est de reconstruire non seulement sa personne, mais avoir une autre relation de la même nature avec un autre homme, mais quoi de mieux qu'avoir un intervenant homme qui est positif pour lui faire transitionner du négatif qu'elle a vécu d'un autre homme. Pour qu'elle ait un modèle positif masculin avant de se relancer là-dedans. Là, on ne dit pas nécessairement que ces cicatrices vont guérir tout de suite, mais le modèle masculin positif dans ce type d'intervention-là, pour moi, je pense que ce serait quelque chose de clé, mais au moment opportun. Peut-être pas au début, mais dans le processus d'intervention, je pense que oui, à 100%. OK. Intéressant. Un homme qui est comme que la femme, maintenant, elle a vécu une violence conjugale, qui veut dire qu'un homme l'aurait agressé, l'aurait frappé. On serait plus tendance à dire que une femme serait prête à l'aider, qu'elle serait plus à l'aise avec une femme. Mais toi, tu dis que un homme pourrait l'aider pour justement déconstruire peut-être les effets que le traumatisme aurait pu faire, qu'un homme, c'est mauvais, un homme est méchant, quoi que ce soit. Très intéressant comme point. Maintenant, dans ton quotidien, toi, dans ton expérience, est-ce que tu peux nous décrire les hommes par rapport à leur gestion de stress ou qui vivent des traumatismes? On le sait déjà, les hommes, on parle pas. Très peu, on va aller demander de l'aide. Maintenant, toi, tu sais, comme sans nous donner nécessairement des détails pointus, parce que je sais que tu es lié avec la confidentialité, mais des styles d'exemples où est-ce que des hommes vivent certains stress ou certains traumatismes dans leur vie, et est-ce qu'ils ont une certaine réticence, et même quand ils ont approuvé qu'ils ont consenti au traitement, est-ce que tu as eu de la difficulté à
les faire s'ouvrir ou à les faire cheminer dans leur traitement? Bonne question. Écoute, un homme qui accepte de l'aide. Mm-hmm. OK? Un homme qui accepte de l'aide, c'est déjà un gros pas dans la bonne direction. Un homme qui consent à prendre des services, c'est énorme. Maintenant, comme tu as dit, est-ce que les hommes me démontrent de la réticence? Bien sûr. Parce que, tu sais, l'image de la société, où est-ce qu'on démontre que l'homme est un pourvoyeur, où est-ce qu'il peut en prendre pas mal, ça teinte l'approche de l'homme à juste s'ouvrir ou à parler de sujets sensibles. Puis même pour certains partenaires, ben, c'est juste une normalité qu'un homme en prenne beaucoup. Donc, quand c'est le temps de relativiser les choses et puis tout simplement prendre un pas de recul puis être comme, B, ça va, c'est comme si ça sort, c'est contre nature, là, c'est pas normal. Tandis que l'inverse est aussi vrai. Un homme qui consent et qui est exposé à une plateforme qui lui permet de parler, ça peut être extrêmement enrichissant, extrêmement bénéfique. Et dans ma pratique, puis même actuellement, je te dirais que les hommes, au début, quand ils me voient, pas qu'ils sont pas sûrs, mais on peut me tester un peu, voir sur quoi que je tiens. Tu sais, j'ai l'air jeune, fait que t'as-tu des enfants, toi? T'es-tu marié? Je suis comme, ben oui. Fait que, ils veulent être sûrs qu'ils sont la bonne personne. Exactement. Pour les aider. Ça fait que quand on est rendu comme vraiment dans le terre à terre, ben, je suis capable d'être comme, ben, écoute, moi aussi j'ai des enfants. Moi aussi, je suis capable, ben, j'ai passé par ce que tu passes. Puis, je suis capable d'aller chercher cette connexion-là. Ou l'homme qui me dit, parce que ça m'est déjà arrivé aussi, ah ben, moi je suis quelqu'un de peu personnel, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Mais pour qu'il me dise ça, j'ai dû établir une connexion pour qu'il me parle. Lui donner une plateforme pour me dire, tu sais, ta femme passe par telle chose. Comment tu te sens? Comment tu vois ça? Est-ce qu'on adresse à un homme normalement comment il se sent par rapport? C'est pas commun, là. Moi, ça fait partie de mon intervention parce que c'est pas juste une personne. Tu sais, je dois avoir vraiment une vision de famille dans ma pratique. Donc, je dois interpeller maman, papa. Mais pour le père, comme le père et moi, c'est pas naturel à la base parce que justement, il n'est pas toujours interpellé. Cependant, quand il commence, puis que là, il voit que ça peut être intéressant, ben là, il y a un lien de confiance qui commence. Et puis là, c'est plus la mère qui m'appelle, c'est le père. Le père. Wow. Fait que c'est comme, je pense que j'en sais plus de quel épisode j'ai parlé de ça. Je pense que c'était comment aider quelqu'un, comment assister à un homme qui passe à travers des situations. Tu vois que le lien de confiance, c'est une fois que l'homme voit que, OK, cette personne-là, je peux lui faire confiance. Un, il n'utilisera pas ça contre moi. Puis deux, c'est comme un safe space. Fait que je peux m'avancer. Puis en plus, toi, tu es un homme. Fait que même s'ils vont te tester au début, on est des hommes, on est alpha, on a ça en nous. Mais une fois que tu arrives à avoir la confiance, fait que c'est très important. Puis j'imagine que dans ce domaine-là, où est-ce que tu es maintenant en périnatalité, tu sais, tu rencontres des pères que c'est la première fois qu'ils ont des enfants. Fait que tu sais, le stress de est-ce que je vais être bon, est-ce que je vais pouvoir gérer, parce que tu sais, les femmes, eux autres, ils ont ça en eux, c'est comme un instinct maternel. Mais quand tu veux être un père actif, un père qui participe et qui veut continuer
appuyer ta femme et ton enfant, tout bébé, c'est vraiment stressant. Moi, je me souviens quand on a eu notre premier enfant, tu sais, oui, c'est beau au début, t'es comme aux anges, mais à un moment donné, t'es comme, OK, wow, là, c'est ma responsabilité. Puis, dans tout ça, il y a peut-être des traumas qui sont arrivés, comme, on parle de traumas, tu sais, on parle de périnatalité, soit une fausse couche ou des pertes d'enfants. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ton domaine, ou des situations où est-ce que c'était déjà conflictuel dans le couple, ou est-ce que tu as des exemples où est-ce qu'il y a des traumas qui sont liés, soit, on parle de périnatalité parce que c'est dans ça que tu es maintenant, mais tu sais, que ce soit avant ou quoi que ce soit, des situations où est-ce que des hommes, soit que tu as dû intervenir parce que c'était eux l'agresseur ou quoi que ce soit, ou qu'ils avaient vécu un certain trauma, puis que là, tu as fait un plan, puis comment ça a cheminé tout ça? Écoute, là, par pure confidentialité, je suis dans un dossier comme ça actuellement, mais j'en parlerai pas. OK. Mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est dans ce genre de situation-là que je bâtis un lien de confiance. Où est-ce que la disponibilité que je démontre, l'ouverture que j'ai démontrée dans mon approche me permet d'avoir cette réciprocité-là de l'usager. Fait que oui, pour en avoir vécu des coriaces, là, 100%. Maintenant, ce qui est intéressant dans le département dans lequel j'œuvre actuellement, c'est qu'il y a une plus grande place qu'on accorde à la paternité. Nice. Donc, tout ce qui est à sensibiliser les pères à justement apprivoiser leur rôle dans toute sa splendeur, si je peux dire ça comme ça. Tout simplement, dans exemple, l'accompagnement au rendez-vous avec la maman. Ne serait-ce que, on doit préparer les effets pour l'accouchement. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Parce que, comme tu disais, la tâche a l'air tellement immense, puis c'est la première fois que ça t'arrive, t'es comme, waouh, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Mais maintenant, il y a des plateformes qui permettent au papa d'exprimer ces inquiétudes-là, puis d'être outillé par d'autres papas qui ont vécu ça. Là, j'ai pas le nom, mais assurément qu'on d'ici la fin, là, on va le trouver, on va le mettre parce que c'est important que parce que c'est pas juste exemple par rapport à un organisme, mais aussi les maisons de quartier qu'ils appellent. Il y a des ateliers qui sont totalement gratuits, que les pères peuvent aller soit seuls ou soit avec les mamans, ou même pour développer leur attachement avec leur nouveau-né. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour favoriser ça, ne serait-ce que tu lis, parce que on s'entend, l'attachement que ce soit pour maman ou papa avec son enfant dès le début, c'est extrêmement important. Puis ça donne un sens au rôle du papa. On pourrait aller un peu plus loin encore en donnant l'exemple d'un père qui n'a pas eu de présence de père. Et là, c'est vraiment pas c'est quoi être un père ou avoir une image. Parce que si tu n'as pas eu cette présence-là en grandissant, et là, tu es confronté à toi-même être quelqu'un auquel tu t'assois rarement ou pas du tout. Pas du tout. Ça peut amener un stress énorme. On s'entend que la base dans tout ça, c'est de ne pas reproduire ce que je n'ai pas eu. Mais comment bien faire quelque chose que j'ai jamais vu? Ou si j'ai pas été exposé à un modèle que j'appelle papa, comment je fais? Puis ça, là, je me sens confortable à le dire. J'ai des dossiers actuellement où les enfants n'ont pas de modèle paternel. Et quand ils me voient,
ils me disent papa. Wow. L'importance d'un père dans la vie de notre homme, surtout. OK, là, on a pris une tangente vers les papas, mais c'est quand même un stress. C'est quand même un style de stress. T'as parlé de groupe pour père, pour support de père. Maintenant, pour des hommes qui vivent des stress ou des traumas et qui ont besoin d'aide ou quoi que ce soit, est-ce que dans les plans d'intervention d'un travailleur social, est-ce qu'il y a des groupes où vous les référez, où est-ce que vous pouvez aller pour n'importe quel trauma? Là, on parlait de père, mais pour n'importe quel style de stress, quelles sont les ressources disponibles pour les hommes qui veulent un soutien? Parce que j'imagine que vous faites l'évaluation, vous regardez, comme tu disais, son entourage, son background et tout, mais ensuite, dans les traitements, on va dire, que vous donnez aux gens, est-ce qu'il y a des groupes que vous les référez, ou est-ce que toi, à un moment donné, il y a des cas où est-ce que tu dois transférer soit un psychothérapeute ou quoi que ce soit? Parce qu'il y a quand même une différence entre un travailleur social et un psychothérapeute. Puis ça, on va souvent y aller dans la prochaine question pour voir la différence entre les deux. Mais dans les styles de traitement que vous donnez aux gens, quels sont les styles, on va dire, de traitement où est-ce que vous les référencez pour avoir de l'aide? OK, je vais décortiquer un peu la chose pour qu'on comprenne bien. Donc, puis je pense que ça va faire une synthèse de tout ce qu'on s'est dit durant notre conversation. Donc, faut pas oublier à la base un travailleur social, sa map, c'est son évaluation de fonctionnement social. OK? Puis quand on parle de cette évaluation-là, on parle des rubriques que ça compose, les rubriques composées de tout ça, fait qu'on parle des caractéristiques, son parcours, sa job, ses relations, toutes les dynamiques qui s'interrelient, là, fait que tout ce qui est relations interpersonnelles, etc. Fait que tout ça nous permet de comprendre tout ça aussi qui est juxtaposé avec la situation actuelle qu'il vit, qu'il ou elle vit, puis ça va dépendre de qu'est-ce qui est présenté, c'est quoi les problématiques. Puis dès que tout ça est dressé, ben on identifie justement c'est quoi les facteurs de risque, c'est quoi les choses qui sont un peu plus vulnérables pour ce qu'il faut travailler. Puis ça nous donne notre vraie map après, là, tout ce qui est objectif à travailler, problématique, les moyens qu'on se donne et le temps que ça va prendre. Parce qu'il y a un échéancier, là, tout ce qui était... On l'a pas dit, mais dans le fond, nous, on travaille toujours avec des objectifs qu'on dit SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels. Okay. Donc ça, quand on a ces choses-là, ben on est capable justement d'établir des choses qui sont concrètes, parce que tu veux pas non plus, pas dire divaguer, mais tu veux pas t'éloigner de l'objectif. Puis quand on revient sur ces choses-là, voir comment que ça évolue, ben c'est là qu'on va déterminer si c'est atteint ou non. Maintenant, si dans les termes des rencontres, on a atteint nos rencontres dépendamment du type, parce que autant que tu peux avoir des suivis à court terme, comme tu peux avoir des suivis à long terme. Quand tu es dans du court terme, puis que tu as terminé ton nombre de rencontres, tu peux juger après pour savoir, bon, ben moi, mon hypothèse, c'est que on n'a pas tout atteint les objectifs. Il y a encore des choses à travailler, mais je pense que il y aurait plus de travail à faire à ce niveau-là. Puis pour ça, je pense que la chose à faire, ce serait de référer à soit tel endroit ou telle ressource dans le CIS ou le CIUS, là. Ça, c'est ce qu'on appelle notre opinion professionnelle. Fait que notre opinion professionnelle, c'est qu'on campe vraiment ce qu'on pense à travers comme ce qu'on a fait. Et après, c'est nos recommandations qui découlent de ces opinions-là. OK. Juste préciser pour ceux qui nous écoutent hors du Canada ou du Québec, le CIUS, c'est comme un centre de services de santé qu'on a ici au Québec. Puis c'est comme ça que ça s'appelle. Fait que je sais qu'on a des auditeurs de la France et d'ailleurs. Fait que c'est juste pour
que ce soit plus clair. Continue. Oui, puis si je me rappelle bien des abréviations, c'est le C, c'est pour centre, I, c'est pour centre intégré universitaire de santé et de services sociaux. CIUSSS. Quand on parle de CIS, on parle de centre intégré de santé et de services sociaux. Fait que la seule différence, c'est vraiment le universitaire. Il y a des auditeurs de France ou d'ailleurs qui viennent au Canada, mais là, ils vont comprendre c'est quoi la différence entre tout ça. Alors, pour revenir au groupe de soutien qu'on parlait tantôt, est-ce que ça arrive que tu réfères des gens à des groupes de soutien ou de connaissances, est-ce qu'il y en a beaucoup des groupes de soutien pour hommes ou est-ce que c'est en croissance ou c'est un besoin que tu penses qu'il y a? Toutes ces réponses. Oh. Donc, quand je dis toutes ces réponses, c'est que oui, c'est un besoin grandissant. Oui, il y a de plus en plus d'organismes ou de groupes qui, justement, répondent à ces besoins pour hommes. Puis, qu'est-ce qui est extrêmement intéressant, c'est que si vous allez, puisqu'on est dans la province de Québec, si vous allez sur le site de québec.ca et que vous allez regarder au niveau des organismes d'aide aux hommes en difficulté, vous avez la liste des organismes qui sont regroupés par région administrative de la province. Nice. Donc ça, c'est déjà un bon début. Également, je pourrais vous dire qu'il est possible aussi de regarder via le 211 s'il y a des organismes communautaires également qui ont qui a des choses un peu plus spécifiques là. Mm-hmm. Parce que c'est tellement vaste là, ça vous prendrait des jours et des jours à explorer toutes les ressources qu'il y a selon toutes les rubriques et les besoins. Fait que si vous tapez les mots-clés, ça peut être bien aussi. Il y a un autre site que moi j'ai utilisé dernièrement pour trouver des choses, que ce soit pour les hommes ou bien n'importe quel problème que tu as, dépannage alimentaire, etc., etc. Ça s'appelle Trouve ta ressource. Trouve ta ressource, OK. Ouais, fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Si aussi, si vous n'êtes pas en lien avec votre intervenant ou intervenante, puis que le besoin est pressant, il ne faut pas oublier les lignes d'écoute qu'il y a. Les lignes d'écoute, là, dépendamment de votre âge. Quand je dis votre âge, là, je peux parler de tel jeune, jeunesse, j'écoute, etc., etc. Si vous êtes en position de risque suicidaire, il y a la ligne de Suicide Action Montréal. Il y a le 1-800 j'appelle aussi qui est là. Fait qu'il y en a plusieurs. Et je vous dirais aussi, si vous avez besoin vraiment de soutien au niveau psychosocial, de la même manière que pour une infirmière, vous faites le 811 option 1 pour un besoin en termes de psychosocial, de travail social ou bien peu importe qui est dans ce créneau-là. 811 option 2. 811 option 2. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. 24/7. 24/7. 24/7. Excellent. Maintenant, dans ton quotidien, toi, ou juste dans ta carrière, comment tu dirais qu'un travailleur social intervient en cas de crise? Est-ce que, je sais qu'on t'a parlé d'un plan d'intervention ou quoi que ce soit, mais tu sais, des techniques pour désescalader une situation de crise ou pour comme donner un soutien immédiat, parce que tu sais là on a parlé que vous prenez le temps établir une confiance, établir un plan, surtout pour les hommes quand je parle de confiance, mais est-ce qu'il y a des situations où il y a un aide immédiat et comment vous désescaladez ces situations-là? On va prendre l'exemple du risque suicidaire ici. Mm-hmm. Et puis que tu as quelqu'un en face de toi. Mm-hmm. Une des choses importantes à faire pour, dans le fond, maintenir ton lien, ou bien plutôt garder en haleine, mm-hmm. c'est premièrement de le féliciter d'être venu. Mm-hmm. Ça met en confiance. Peut-être qu'il y a plein d'idées noires là. Quand tu valides, quand tu poses des questions, tu l'invites à parler à chaque étape. Parle-moi de quand tu te sentais de telle chose là. On n'est pas dans le jugement là.
pose des questions ouvertes pour qu'on puisse justement avoir les réponses aux questions qu'on a besoin. Puis à chaque fois, là, l'écoute active là, dans cette partie-là est extrêmement importante. Tu ne peux pas manquer un détail parce que c'est sur ça que tu sautes pour continuer ton intervention. Et petit à petit, que tu avances dans cette intervention-là, tu mets les filets de sécurité. Tu regardes comment la personne a réussi à se faire du bien. Quand elle a réussi à ne pas avoir pensé au suicide, qu'est-ce qu'elle a fait? Tu réenchéris sur ça. Et puis au fur et à mesure, tu vois que la personne commence à parler, ben ouais, c'est vrai, j'ai fait telle affaire. Puis on valide aussi comment que la personne se sent. Et pour donner un filet de sécurité supplémentaire, évidemment, si la personne est d'accord, c'est de donner un autre rendez-vous à très court terme. On n'attend pas 72 heures, on est dans 24 à 48 heures. Donc on sait déjà que le suivi est rapide. Donc, on sait que bon, OK, on se fait une entente. On se fait une entente. Donc, on sait qu'on a installé le filet de sécurité. Par rapport à toutes les questions qu'on a posées, exemple, quand tu as pensé au suicide. Bon, quand tu as pensé au suicide, est-ce que tu avais un plan? Quand tu avais un plan, est-ce que les choses étaient proches? Mais après ça, plus on avance, on a un portrait, ben, c'est sûr et certain que les autres questions vont venir. Puis maintenant, bon, moi j'étais quand même privilégié, là j'ai suivi la nouvelle formation, fait qu'on a déjà une structure qui est en place ou des stratégies pour être en mesure de garder en haleine la conversation. Great. Maintenant, pour tous ceux qui vivent avec des hommes ou qu'importe là, mais nous notre podcast c'est pour les hommes, mais quel conseil que tu pourrais donner à monsieur, madame, tout le monde, spécialement les hommes qui ne parlent pas, pour aider à gérer, premièrement, leur stress quotidien? Parce que, tu sais, on a vraiment été large de la conversation aujourd'hui, mais je crois que tout découle des conséquences du stress sur nous. Tu sais, oui, un petit stress quotidien ici et là, ça passe, mais tu sais, quand on parle de stress chronique, tu sais, ça amène justement à quelqu'un à se sentir dépressif, qui peut amener au suicide. Fait qu'on vient de toucher à comment tu désescalades quelqu'un qui a des pensées suicidaires ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment comment le stress peut amener une personne à vraiment détériorer côté mental, côté physique. Et en tant que travailleur social, toi, tu regardes ça dans ton travail quotidien sur plusieurs domaines, dans plusieurs angles, dans plusieurs situations. Mais maintenant, de façon générale, quelle sorte de conseils que tu pourrais donner à des gens pour mieux gérer leur stress? Ça a l'air très bizarre là ce que je vais répondre, mais ne reste pas seul avec ta difficulté ou ton problème. La personne aussi qui remarque ça, même si la personne te répond pas, envoie un texte, appelle-la, reste à l'affût d'eux. La personne n'est pas obligée de te répondre tout de suite, mais tu sais que tu as quand même planté les graines pour justement provoquer une réponse. Mais la chose importante, là, je dirais, de n'importe quelle technique ou whatsoever, ne laisse pas la personne tout seule. Parce que tu sais jamais qu'à un moment donné, il y a une personne dans ta tête qui pop, tu l'appelles. Et tu sais pas qu'est-ce que cet appel-là peut faire. Ça peut être cet appel-là qui justement l'accroche à « OK, il y a quelqu'un qui a pensé à moi. Il y a quelqu'un qui m'a pas oublié dans ce que je pensais que j'étais seul, mais non, je ne l'étais pas. » Première chose. Puis tu n'as pas besoin d'être un travailleur social, un psychothérapeute, un psychologue. Appelle. Ou sinon, tu sens que tu as quelque chose, bon, va voir la personne. Parce que pour de vrai, la
affaire je pense, qui est vraiment pas bonne, là, c'est de rester seul avec ça parce que tu deviens de plus en plus crispé. Mm-hmm. Tu deviens de plus en plus inapte à gérer la difficulté parce que tu as tellement une accumulation. Parce que tu n'en as pas parlé. Tu gardes tout sur toi. Tu gardes le stress finit par te paralyser. Mm-hmm. Ça finit parce que tu sais juste plus où te revirer. Mm-hmm. Mm-hmm. Parce que non seulement tu t'es pas donné cet espace-là, mais s'il n'y a personne non plus pour t'aider ou pour t'envoyer un message, puis toi-même, tu ne penses pas à ça, là. Parce qu'on s'entend. Un stress qui impacte ou qui, justement, paralyse, ça ne te donne pas non plus aucune marge de manœuvre à réfléchir à comment je vais faire pour prendre soin de moi ou qu'est-ce que je vais faire pour m'aider. Je suis tellement coincé. Fait que d'abord, je dois me décoincer, mais je me décoince comment si je ne peux pas me décoincer seul? Et on peut dire c'est un peu la même chose pour quelqu'un qui traverse un traumatisme. Je crois que le traumatisme moi, enfin, personnellement, je crois que le traumatisme, c'est quelqu'un qui vit un traumatisme devrait aller voir un psychothérapeute. Justement, juste avant qu'on rentre dans ça, d'après toi, mais pas d'après toi là, mais c'est quoi la différence entre un travailleur social et un psychothérapeute? J'envoie toujours les gens en thérapie de consulter un psychothérapeute, mais toi qui es un travailleur social, qu'est-ce qui te différencie? Pourquoi une personne irait voir toi comme travailleur social à la place d'un psychothérapeute? Moi, je suis comme un médecin généraliste. Façon de parler, dans le sens que je regarde tout ce qui est global, ton environnement, où tu évolues, ton parcours et tout ça, tandis qu'un psychothérapeute est plus pointu. Il va aller axer son approche plus sur un trouble d'ordre mental et émotionnel plus pointilleux, tandis que moi, je suis plus large. Je regarde un peu c'est quoi les impacts de telle sphère sur ta vie, etc. Fait que c'est plus large, tandis qu'un psychothérapeute est beaucoup plus centré. Puis ça va apparaître aussi dans son approche comparativement à la mienne qui est beaucoup plus large. Great. Et maintenant, pour revenir à la première question qu'on parlait, soutenir une personne qui passe à travers un traumatisme. Oui, cette personne-là, c'est quelqu'un qui devrait probablement aller en thérapie, mais toi, pour accompagner une personne qui a un traumatisme, qui vit, c'est quelqu'un qui a peur, on va dire le trauma d'être dans une auto à cause d'un accident. Fait que dès que la personne conduit, dès qu'il y a quelqu'un qui freine sec ou qui entend une auto passer vite, ça stresse, ça cause ça active quelque chose dans cette personne-là. Comment accompagner une personne qui vit ce style de vie-là? T'as un peu répondu sans le savoir. C'est vraiment drôle. Parce que, justement, on a identifié l'élément déclencheur comme le stresseur. Fait que pour accompagner quelqu'un à gérer un stress, il faut l'aider à identifier le stresseur. C'est bon. Mais c'est vrai parce que quand tu y penses, ça, mettons, je sais que telle personne a un stress qu'il vit ou un traumatisme par rapport à justement un bruit d'auto qui arrive ou un freinement sec à cause d'un accident, mais tout de suite tenir sa main ou l'accompagner pour dire que ça va être correct. Déjà là, ça peut déjà aider la personne. Oui, la personne va quand même vivre certaines émotions parce que comme on a dit, un trauma, c'est une réponse émotionnelle vive par rapport à une situation, mais pouvoir identifier l'élément déclencheur, moi je rajouterais que essayer de justement un peu dans le même ordre d'idée, mais quand tu es avec cette personne-là, mais si tu sais que telle chose risque de causer, d'activer ce trigger-là, mais de juste éviter certaines choses. Comme si je sais que, disons, une personne n'aime pas le noir nécessairement à cause que il a été négligé par ses parents, laissé dans le noir pendant longtemps. Mais c'est t'assurer que si la personne vient chez vous, mais toutes les lumières sont quand même bien allumées, puis qu'il n'y a pas... si la personne doit aller dans un endroit sombre pour des raisons X, mais que tu l'accompagnes ou quoi que ce soit. Alors, on a vu que
Le stress, traumatisme, il y a une différence entre les deux. Le traumatisme et le stress chronique sont des choses qui sont plus sur le long terme et qui peuvent amener des complications physiques, alors que le stress quotidien, c'est des situations qu'on vit de tous les jours, et qu'une fois que cette situation est finie, des choses à court terme, ce stress est fini et c'est tout. On a regardé le rôle d'un travailleur social. Franz Daniel nous a expliqué un peu son rôle de travailleur social, comment lui, de manière globale, il va analyser la situation sociale et tout de la personne et et mettre un plan en place afin de pouvoir aider cette personne-là, accompagner cette personne-là sur un certain temps et ensuite tout de suite avoir le consentement de la personne, parce que oui, c'est important, c'est d'intervenir, mais si la personne ne consent pas et n'accepte pas le traitement, c'est difficile de l'accompagner. Et de qu'est-ce que j'ai compris aussi, tu me corrigeras si j'ai tort, mais la personne aussi doit faire ses efforts. Fait que toi, vous mettez un plan, vous l'accompagnez à exécuter ces choses-là. C'est bien ça? Exact. Exactement. Parfait. Alors, ceci qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'information. Moi, j'ai vraiment apprécié l'expérience d'avoir un invité pour la première fois. Merci beaucoup, Franz, d'avoir été avec nous. C'est plaisir. On va essayer de mettre toutes les ressources qu'on a parlé aujourd'hui. Je sais que ça fait plusieurs fois que je fais ça et que j'ai dit ça dans mon podcast et j'ai oublié de le faire. Je m'en excuse. Je vais m'assurer que Franz et moi, on s'assoit et on montre un document ou quoi que ce soit et qu'on le mette sur les médias sociaux. N'oubliez pas de partager, aimer, commenter. Laissez-nous des commentaires. On a parlé des ressources qu'il y a ici au Canada, au Québec. Si vous connaissez des ressources ailleurs hors du Québec, hors du Canada, en Europe, en Asie, dans les Antilles, aux États-Unis, écrivez-nous, laissez-nous savoir c'est quoi ces ressources-là. On va les partager avec nos auditeurs et prenez la peine toujours de prendre soin de vous. Vous en valez la peine. Si vous vivez du stress, un trauma, prenez soin de vous. Ne laissez pas ces choses prendre le dessus, comme on a vu, comme on a entendu dans l'épisode d'aujourd'hui. Ça peut affecter votre santé physique. Alors, prenez soin de vous. Je vous en supplie. On se revoit dans 2 semaines pour la prochaine épisode. Je vous salue. Au revoir.